Bien, alors pour démarrer cette dernière partie de ce colloque, on a donc une table ronde qui était prévue pour ce matin. Table ronde sur le thème donc de la construction de nouveaux rapports au savoir. On a déjà assez largement abordé la question dans la première partie de cette matinée. L'idée, c'est bien qu'on fasse la place à un débat large sur cette deuxième partie, avec nos invités donc autour de cette table, Jean-Charles Ringard-Flamand, qui est le vice-recteur. On a Jean-France Toutiquian, donc secrétaire général de l'UGPE, Meke Kuer, qui est présidente de la FAPEP, Linouéa pour le PK, pardon, et Madame Jessica Chalitra-Kaba, qui est psychologue clinicienne. Donc la manière dont on va procéder, de manière à ce qu'on puisse avoir un large tour d'horizon et qu'on puisse avoir vraiment une interaction collective, c'est que je laissais la parole ainsi que mon collègue Eddy Wadrawan à nos invités pour leur laisser quelques minutes chacun dans l'ordre qui vient d'être présenté, de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer sur la thématique qu'on vient de développer depuis ce matin. Et ensuite, on abordera les questions collectivement, donc dans un débat qui sera non seulement entre la table ronde, les membres de la table ronde, mais également l'Assemblée ici présente. Donc, Monsieur le vice-recteur, si vous voulez vous démarrer, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Merci aussi à celles et ceux qui ont initialisé ce colloque. Donc, le collègue qui est à mes côtés. Je le dis d'autant plus que je trouve que la thématique du colloque est courageuse. Elle est courageuse à cette période, si je puis dire, de développement du pays. Et je pense qu'en ces temps actuels et futurs, la problématique qui est posée, à savoir la Nouvelle-Calédonie, un projet multiculturel, point d'interrogation. Alors, je ne vais pas faire une analyse, je pense que vous l'avez faite, il y a des gens plus éminents que moi en sémiologie ou en linguistique, mais je pense que la manière dont vous avez formulé votre problématique est objectivement pas le fruit du hasard. Mais je trouve très intéressant que l'université s'empare de cette problématique. Est-ce qu'il existe ou faut-il, est-ce qu'il existe ou faut-il construire un projet multiculturel? Et est-ce que le projet multiculturel participe de l'identité de la Nouvelle-Calédonie? Et donc je salue, en tout état de cause, au moins dans la manière d'opérer, c'est-à-dire l'échange. L'université, c'est quand même le lieu de construction des savoirs. Je trouve très intéressant que cette question soit posée. Je m'autorise une petite réflexion. Je reste soumis à mes obligations de réserve. Mais parfois, je me lâche, y compris dans la presse. Je trouve important que cette question soit posée à l'issue du référendum qui a été par nature, mais ça a été une décision politique de plus de 30 ans, qui était un référendum par nature clivant, ce qui n'était pas le cas du précédent référendum. Donc de pouvoir se reposer, au moins intellectuellement, après nous sommes ici que des gens citoyens, il appartiendra aux politiques de décider, et au peuple de décider. Mais que l'instance que constitue l'université se pose cette question-là, je trouve ça très intéressant, et j'espère que ça va creuser sillon, quelle que soit la réponse à la question, et si tant est que cette question génère une réponse définitive, ce que je ne crois pas, mais en tout cas, je crois que c'est important de le poser. Deuxième remarque. Je vais me permettre, très sincèrement, modestement, d'essayer d'apporter un éclairage, vu du côté de mes fonctions, cette fois-ci, sur quelle est l'identité de l'école calédonienne à partir de la problématique que vous avez posée. Alors, pardon, je vais sans doute vous apparaître comme trop institutionnel, mais je crois quand même, pour le peu que j'ai pu entendre, franchement, pour le peu que j'ai pu entendre, à la fois hier midi, un peu, au moment du repas, et puis là, les 15-20 minutes, je crois quand même important que celles et ceux qui sont dans cette assemblée sachent comment, depuis 2016, 15 janvier 2016,
le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie a défini ce qu'était l'identité de l'école calédonienne. Et à partir de là, est-ce qu'il y a dans cette présentation identitaire de l'école calédonienne une approche ou pas multiculturelle? Alors, premier point de repère. Donc les élus décident le 15 janvier 2016 d'élaborer un projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Pour celles et ceux qui étaient bien avant moi, savent très bien que ce travail est un travail de longue haleine qui a été amorcé en 2010 dans le cadre de ce qui a été appelé à l'époque le grand débat sur l'école, qui a été initialisé, pour celles et ceux qui s'en rappellent, par Claude Thelot, si ça fait partie de certaines références scientifiques ou universitaires. Donc les élus décident la mise en place de projets éducatifs et je me plais à dire que c'est le seul territoire d'outre-mer, qu'il s'agisse des DOM, départements d'outre-mer, La Réunion, Mayotte, Guyane, etc., ou des COM, dont la Polynésie, c'est le seul territoire d'outre-mer qui a un projet éducatif structuré. On peut toujours, il y a des collègues qui seront ici autour de cette table que je côtoie régulièrement, qui pourront sans doute dire il est insuffisant, il manque ci. Moi, je fais un simple constat. La Nouvelle-Calédonie a été le seul territoire d'outre-mer à se doter, en 2016, d'un projet éducatif. Et deuxième point de repère, dans le contenu de ce projet éducatif qui a été transcrit en charte d'application le 1er décembre 2016 et qui fait que les directions de l'éducation ou de l'enseignement ont une feuille de route pour 2016, 2017, 2018, 2019. Je me permets de vous faire observer que l'année prochaine, 2019, ce sera la dernière année de mise en œuvre effective du projet éducatif, ce qui ne veut pas dire que les actions s'arrêtent. La réforme du lycée, le bac qu'on mettra en place en 2021, il s'inscrit dans cette veine-là. La réforme qu'on va enclencher l'année prochaine de la voie professionnelle s'inscrit dans cette veine-là. Bon. Donc, dans cette identité de l'école calédonienne et dans ce projet éducatif, un des 4 objectifs majeurs que les élus ont appelé ambition concerne le développement de l'identité de l'école calédonienne. Et l'identité de l'école calédonienne définie par les élus repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le partage des valeurs. Le second pilier, c'est l'enseignement des éléments fondamentaux de la culture et des langues kanak. Et le troisième pilier, c'est le développement de l'éducation citoyenne et du sens civique auprès des jeunes. Alors, là encore, vous comprenez bien que je suis là ici essentiellement comme témoin. Donc, on peut là aussi considérer que la manière dont ces 3 piliers définissent ou déterminent une identité d'école calédonienne, c'est peut-être insuffisant, c'est sans doute peut-être incomplet, mais en tout cas, c'est le choix politique qui a été fait. Et dans ce choix politique, je vais m'arrêter sur chacun de ces 3 piliers pour le préciser. Sur les valeurs. Alors, sur les valeurs partagées, il est clair que les écoles, collèges et lycées doivent élaborer un projet d'école et un projet d'établissement. C'est une obligation, désormais, depuis 2017, mise en œuvre 2016, application 2017, dont la clé de voûte de leur projet doit être fondée sur les valeurs constitutives du préambule des accords de Nouméa. Deuxième point, dans ces valeurs, une a été distinguée. C'est celle qui est fondée autour de l'égalité homme-femme. Alors, permettez-moi de dire que ça n'a rien à voir avec les affaires qu'on a pu lire et entendre ici ou là aux États-Unis ou en France. C'est pas celles et ceux qui ont écrit égalité homme-femme l'ont posé pas en fonction des affaires, mais sur une approche culturelle du pays. Et en rappelant à titre d'exemple que le développement de l'égalité homme-femme participait des valeurs qui devaient être partagées et qui devaient par ailleurs transcender le fonctionnement de l'école. S'agissant des langues et cultures kanak, 2 aspects. Premier aspect, obligation dans les contenus de formation et dans les emplois du temps des élèves de l'école au lycée
d'appréhender les éléments fondamentaux de la culture kanak. Quel que soit l'élève, quel que soit le territoire, il y a dans les emplois du temps des élèves la constitution, si je puis dire, de cette approche. Alors pour être très précis, pour vous donner un point d'exemple, on a lancé ça évidemment en 2017, puisque la décision des élus est en 2016. Donc en 2017, je vais prendre des exemples, les élèves de 6e avaient 0h50, c'est-à-dire 1 heure en quinzaine, obligatoire dans les emplois du temps. En 2017, les 6e et les secondes. En 2018, cette année, les 5e et les premières. En 2019, les 4e et les terminales. Et en 2020, les 3e. Donc en 2020, en 4 ans, de la 6e à la terminale, il y aura donc 1 heure en quinzaine. Après, ça dépend des organisations pédagogiques. Mais en tout état de cause, des éléments fondamentaux de la culture kanak. Et ces éléments fondamentaux de la culture kanak ont fait naturellement l'objet d'une production pédagogique, puisqu'il faut codifier le contenu. Il y a certains collègues qui ont participé dans cette salle, d'ailleurs, il y en a au moins 3 qui ont contribué, sauf erreur de ma part. Et donc, on a une clé de voûte, en quelque sorte, qui contribue à développer les éléments fondamentaux. C'est une obligation institutionnelle dans le cursus des jeunes. La deuxième obligation, s'agissant des langues et cultures kanak, c'est l'enseignement des langues. Alors, les langues conformément aux accords de Nouméa, c'est-à-dire les 4 langues qui font l'objet d'une évaluation au baccalauréat. Alors, pardon aux accents, mais Aichi, Pati, Dreu, Ngone. Bon. Bien, les 4. Les 4 de la 6e à la terminale. Et les 4 avec un volume horaire équivalent à toute langue vivante. Même schéma horaire. Et les 4 qui peuvent déboucher sur une validation au brevet si les gamins prennent cela, mais surtout une validation baccalauréat s'ils prennent LV2 ou LV3. Après, c'est des choix d'élèves. Bon. Sur les langues kanak, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un poser ou faire la réflexion sur, si j'ai bien compris, les éléments de traduction, de grammaire, etc. Ben oui, évidemment. À partir du moment où vous érigez les langues kanak au rang de discipline, c'est une discipline, donc un enseignement, même titre que le français, ben ça veut dire qu'il y a des objectifs, qu'il y a un programme, qu'il y a une évaluation. Et comme je l'ai souvent dit, et parfois on m'a fait le reproche, mais je maintiens ce que je dis. On sort du bricolage, hein. C'est pas parce que je suis locuteur natif d'une langue que pour autant je sais l'enseigner. Donc l'enseignement suppose une didactique, donc il y a la nécessité de construire une didactique des 4 langues. Et donc nous avons produit en 2016 les programmes de collège, et fin 2017, on a produit les programmes de lycée. Bon. Donc il est clair que cette approche-là des langues et cultures kanak conduit à une nécessité absolue sur laquelle, pour l'instant, j'estime que nous n'avons pas atteint notre objectif. C'est la formation des maîtres. Là, on est loin du bout. Parce que, pour crédibiliser les langues kanak, le problème, c'est pas d'affirmer il faut des langues kanak. C'est pas simplement de l'affirmation gratuite. C'est d'avoir l'exigence du résultat. L'exigence du résultat, c'est de considérer que les élèves ont un niveau de compétences linguistiques par rapport aux 4 langues. Mais pour avoir un niveau d'exigence linguistique, il faut qu'aussi en amont, l'enseignant qui dispense cette discipline puisse être reconnu en tant que tel. Et je le répète, il ne suffit pas d'être de l'IFU ou de Marais, de Dreu Ngone, pour se dire, bah voilà, moi c'est ma langue maternelle et par conséquent je sais l'enseigner. Et je pense qu'il faut avoir cette exigence parce que ça crédibilise l'enseignement des langues kanak. Et donc, pour avoir cette exigence, c'est l'enjeu fort de la formation des maîtres. Nous avons aujourd'hui 98 collègues, privés, publics confondus, dans le second degré, qui enseignent
les langues kanaks, et l'enjeu pour nous, c'est de les monter en compétence au même titre que l'italien, l'espagnol, l'anglais, le français. Quand je suis arrivé tout à l'heure, le collègue LCOA exprimait un accord que nous avons avec l'université depuis 2016, c'est-à-dire le diplôme universitaire sur les langues et cultures océaniennes. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à habiliter les collègues. C'est l'un des enjeux de ce DU, sauf que le DU, par rapport à une décision du ministre, que je vais vous confirmer, mes amis, d'installer le CAPES bivalent parce que discipline d'enseignement général plus une des 4 langues kanaks. Donc le ministre a pris sa décision le 4 mai 2018. L'arrêté est pris depuis le 11 octobre et ça sera publié au bulletin officiel le 6 décembre. Et je ferai une conférence de presse le 11 pour annoncer ça. Bon, donc ça veut dire qu'on va tirer vers le haut la formation des maîtres pour qu'il y ait une reconnaissance de la qualité des maîtres de langue kanak au même titre qu'il y a une reconnaissance du français, des mathématiques ou de l'histoire-géographie. C'est un enjeu majeur. Je dis au passage que la dernière fois que l'État a habilité un CAPES de langue vivante, c'est le japonais, en 2016. Je veux simplement situer l'engagement de l'État par rapport à ça. C'est une vraie reconnaissance. Et je ne vous cache pas un peu de fierté, à titre personnel. Mais il peut y avoir une décision politique de créer un CAPES, il faut qu'il y ait des gens derrière. Il faut qu'il y ait de la ressource humaine. Le vivier est de 98 personnes. Mais nous allons sans doute aussi ouvrir la porte à quelques collègues qui sont, par exemple, je pense à quelqu'un que je connais en plus, un certifié de mathématiques au lycée de Lifou, qui, par ailleurs, a langue maternelle qui est celle sur l'île, et à qui l'habilitation conviendra, si je puis dire, pour pouvoir aussi faciliter l'enseignement. Troisième volet de cette identité de l'école calédonienne, troisième pilier, c'est le développement du sens civique et de l'éducation calédonienne, l'éducation citoyenne calédonienne. Là-dessus, il y a 2 mesures qui ont été prises. La première mesure, c'est que les jeunes calédoniens de l'école au lycée, mais principalement dans l'école qu'on appelle l'école du socle, c'est-à-dire l'école-collège, il y a la mise en place d'un parcours civique. Le parcours civique suppose qu'il y ait dans son contenu l'éducation morale et civique, l'éducation au développement durable, l'éducation aux médias et l'éducation à la santé. Les élus ont décidé que les jeunes devaient passer dans un parcours, c'est-à-dire des unités de formation qui leur permettent d'appréhender ces 4 volets éducatifs. Alors, évidemment, quand vous voyez l'éducation morale et civique, c'est bien du projet multiculturel qui est ici posé. Et je ne vous cache pas que j'ai essayé de peser de mon poids, même si en ce moment j'ai perdu un peu, mais c'est pour des raisons transitoires, pour faire en sorte que ce parcours civique soit évalué au brevet. Et donc on a modifié, l'État a accepté, parce que les diplômes, c'est les diplômes d'État, a accepté que dans le brevet nouveau, là, hier on a beaucoup parlé du bac, c'est normal, mais dans le brevet, là, qui est un brevet nouveau de 2018, qui est démarré en 2018 lié à la réforme du collège, les jeunes gens ont, dans les épreuves terminales, une épreuve orale. Ils ont 5 épreuves, dont une orale. Et dans l'épreuve orale, ils peuvent choisir entre histoire de l'art, les parcours et un enseignement pluridisciplinaire. Et dans les parcours, vous devinez bien que nous avons appuyé, après les familles choisissent, les enfants choisissent, enfin, c'est un choix individuel, mais bon, on a quand même été incitatif pour que les jeunes choisissent en prestation orale, qui s'est passée la semaine dernière, la dimension parcours civique. C'est-à-dire qu'ils explicitent les engagements qui ont été les leurs et ils explicitent la manière dont ils ont opéré. Le deuxième point sur ce parcours civique, si je puis dire, sur ce développement d'éducation à la citoyenneté, c'est la participation des jeunes dans le fonctionnement des établissements. Et là encore, il y a 2 crans qui sont faits en Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas faits en métropole, que je veux relater. Et là aussi, ça participe, me semble-t-il, du vivre ensemble. C'est que
dès l'année prochaine, 2019, tous les collèges, privés et publics, auront un conseil de la vie collégienne. Aujourd'hui, il y a des initiatives, il y a des projets particuliers qui sont propres à chaque établissement, mais là, on aura une obligation, enfin en tout cas c'est fixé comme ça. Il y a dans tous les lycées des conseils de vie lycéenne. Nous allons simplement faire en sorte que l'ensemble des conseils de vie lycéenne soient coordonnés par un conseil académique, qui n'existe pas pour l'instant, conseil académique de la vie lycéenne. Et la participation des élèves, que ce soit dans le conseil de la vie collégienne ou dans le conseil de la vie lycéenne, ou dans le conseil académique l'année prochaine, devra déboucher, comme nous l'avons initialisé cette année en début septembre 2018, et l'an prochain ce sera le 14 septembre 2019, par la mise en place de la deuxième fête de l'école calédonienne, fondée justement sur la manière dont les jeunes s'approprient le vivre ensemble, et surtout, au-delà de se l'approprier, sont en capacité eux-mêmes de le construire. Et par conséquent, faire en sorte qu'ils puissent construire ou contribuer à ce projet multiculturel qui est un petit peu la thématique de votre colloque. Donc, pardon si je n'ai pas souhaité faire une analyse singulière par rapport à la problématique posée par les collègues qui ont initialisé le colloque, mais je souhaitais plutôt centrer mon intervention, j'espère la plus courte possible, plutôt sur voilà ce qui est fait. Alors, en tout cas pour initialiser le débat ultérieurement, mais voilà ce qui est acté et la décision de nature politique, puisque c'est les élus qui le portent. Moi, je ne suis là simplement pour être un artisan de la mise en œuvre, mais voilà les choix qui ont été faits. Autrement dit, oui, l'identité de l'école calédonienne est constitutive du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, et cette identité repose, au risque de me répéter, sur 3 piliers. La conscientisation des valeurs, avec le projet comme élément général des écoles, collèges et lycées, et l'égalité homme-femme. Deuxième élément, l'obligation faite des éléments fondamentaux de la culture kanak pour tous les jeunes dans tout le cursus de l'école au lycée, et la place de l'enseignement des langues kanak dans le cursus des élèves comme étant une offre obligatoire. Et enfin, troisième point, le développement de l'éducation à la citoyenneté à travers la mise en place d'un parcours civique d'une part et la valorisation de la participation des jeunes. Merci. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur plusieurs de ces points-là, notamment en ce qui concerne la formation des maîtres, parce que ça aura inévitablement un impact fort sur l'ESP et sur les formations de licence également à l'université. Mais je vous passe la parole pour la suite. D'accord. Bien, merci. Jean-France Toutikian, secrétaire de l'UGPE, l'Union des groupements de parents d'élèves. Donc on nous a demandé de participer à cette table ronde. Nous, on est un des acteurs avec les enseignants, avec les élèves, avec tous les personnels, tous les adjoints, tous les personnels d'éducation, du fonctionnement des établissements. Donc là, la question de la table ronde tourne autour de la construction des nouveaux rapports au savoir. Alors on va dire que c'est une question, je ne sais pas, monsieur le vice-recteur a beaucoup développé le thème de l'identité calédonienne. Bon, bien sûr, les choses se recoupent forcément. Moi, il me semble que derrière cette question de la construction de nouveaux rapports au savoir, il y a bien sûr toutes les réformes qui se font, avec par exemple l'évaluation des compétences, la façon aussi d'enseigner, toutes les recherches au niveau pédagogique qui se font pour justement tourner les enseignements de telle façon à ce que les élèves s'y intéressent. Ça, ce sont, on va dire, des questions pour nous qui sont vraiment des questions de spécialistes, d'enseignants, de pédagogues, de didacticiens. Nous, ce qui nous a intéressés dans ce colloque et puis dans cette table ronde, c'est la construction au départ de la problématique, la construction de nouveaux rapports tout court. La construction de nouveaux rapports tout court. Parce que on est resté, malgré tout ce qui a pu être dit, malgré le projet éducatif, on est resté quand même dans une école, entre guillemets, importée, qui n'est pas assez structurée localement. Tout à l'heure, le vice-recteur citait monsieur Telot, qui venait
qui est venu mettre en place le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Bon, peut-être que ça nous apporte une autorité qui vient de France pour nous apprendre ici, pour nous dire comment il faut organiser un débat sur l'école, alors que des débats sur l'école, il y en a déjà eu qui ont été organisés ici en Calédonie. Qu'est-ce qu'on avait besoin de cette autorité qui arrive de 22 000 kilomètres dans une école qui est elle-même en échec, l'école de la France, qui est très mal classée dans les systèmes éducatifs internationaux et qui est en régression. Donc nous, on prône vraiment la construction de nouveaux rapports entre élèves et enseignants. On a eu des tas d'exemples cette année d'enseignants qui ont tapé leurs élèves et d'élèves qui ont tapé leurs enseignants. Comment on fait? On sanctionne les enseignants? On renvoie les élèves? Là, monsieur le vice-recteur est bien au courant de ça. Nous, on prône aussi la mise en place, la mise en œuvre dans nos écoles de la procédure de pardon. C'est ce qui se pratique dans déjà quelques écoles. Mais il faut l'institutionnaliser au niveau de toute la Calédonie. Parce que les élèves comprennent que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Et puis généralement, si un élève finit par taper son prof, c'est qu'il y a eu un problème dans la classe. C'est qu'il y a eu un problème de relation. Si des élèves brûlent leur école, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Vous savez que moi aussi, je suis bien sûr parent d'élèves, mais je suis aussi enseignant au lycée d'Okamo. La case du lycée d'Okamo a brûlé il y a quelques années. Mais elle n'a pas brûlé pour rien. Voilà, en plus, c'est les gens d'UVA qui l'ont reconstruite. Un grand merci à eux. Ça fait presque 10 ans maintenant qu'elle est à nouveau debout. Elle n'a pas rebrûlé la case. Bon, on croise les doigts, on touche du bois pour que ça ne se reproduise pas. Mais on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et il faut quand même se poser la question. Pourquoi nos établissements brûlent-ils? Je dis ça, je réagis en même temps, il y a monsieur le vice-recteur qui est là. C'est bien mignon de traiter les gens de voyous, peut-être qu'il a raison. Mais pourquoi les établissements brûlent? Pourquoi? C'est pas anodin. J'ai pas la réponse. Mais au moins, il faut se poser la question. C'est qu'il y a quelque part, il y a eu un problème. Il y a un problème dans les rapports sociaux, les rapports humains, tout simplement. Et il y a aussi donc des nouveaux rapports à construire entre l'institution et les parents d'élèves. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais dans le projet éducatif de la Calédonie, les parents d'élèves sont les grands oubliés. Il n'y a rien du tout là-dedans. Ça fait des années qu'on demande un statut pour les parents d'élèves, et on ne l'a toujours pas, et on ne l'aura pas avant je ne sais pas combien d'années. Donc voilà, alors je profite de cette table ronde pour dire que oui, effectivement, il faut construire de nouveaux rapports au savoir. Et puisqu'on a beaucoup centré sur les langues kanak, je rappelle une des demandes depuis très longtemps de nos politiques, mais également des parents d'élèves, également des élèves, c'est bien sûr de l'enseignement des langues kanak. Et vous en avez parlé, monsieur le vice-recteur. Mais il s'agit de faire en sorte que les langues kanak soient et deviennent des langues d'enseignement, et pas simplement une discipline à côté d'autres disciplines. C'est-à-dire qu'on va enseigner des mathématiques en langue kanak. Alors bien sûr, je me tourne vers vous parce que vous êtes le seul ici. On sait que certaines provinces le font. Et nous, on est triste de constater qu'en province sud, mais on n'arrive pas à démarrer ça. Nous, on a mis notre dernier garçon, on l'a mis à l'école des Pervenches parce qu'il y avait le djéou qui était enseigné. Voilà, ça y est, maintenant, il est en CP. Et il est en CP, puis voilà, il n'y a plus de djéou. Quand il était en maternelle, voilà, il faisait de l'éveil, il faisait, voilà, en maternelle, moi je ne connais pas trop de ce qu'ils font, mais il faisait de tout en djéou. Maintenant, il est en CP, il n'y a plus du tout de langue kanak. Voilà une aberration de notre système. Ça fait 20 ans que ça a été écrit. Et on n'arrive pas à le mettre en place. On n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas de volonté. C'est triste à dire, mais il faut qu'on y arrive. Et l'autre demande,
que l'on fait là avec ce colloque, c'est qu'il y ait donc également plus de langues kanak qui soient proposées jusqu'au bac. Au moins une langue kanak par aire coutumière. On a 8 aires coutumières, il n'y a que 4 aires coutumières qui ont leur langue représentée au bac. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Le Haindieu, le Paichi pour la Grande Terre, et 2 langues des îles, le Néngoné et le Djiou. L'aire coutumière Yai n'est pas représentée. Le Sud n'est pas représenté. L'aire Rintu n'est pas représentée. Et puis, les langues du Grand Nord non plus. C'est possible, c'est pas possible? Oui, nous, on pense que c'est possible. Bien sûr que c'est possible, puisque déjà, ces langues sont enseignées dans ces aires au niveau primaire et dans certains collèges. Il faut un petit peu d'imagination maintenant pour que ces langues puissent être enseignées jusqu'au lycée. Là, vous nous annoncez qu'en décembre, vous allez présenter le CAPES bivalent. Mais avant que vous n'interveniez, on a eu des universitaires qui ont exprimé le vœu qu'il y ait peut-être un CAPES, entre guillemets, monovalent sur les langues kanak, et, alors peut-être avec 2 langues kanak, puisque souvent les gens sont bilingues à l'intérieur des langues kanak, et peut-être avec les éléments fondamentaux de la culture kanak. Pourquoi ne pas imaginer un système souple, avec à la fois la possibilité pour le candidat qui se présente à ses diplômes, à ses examens, à ses certifications, d'avoir soit il se présente pour un CAPES bivalent, soit il se présente pour un CAPES monovalent, soit il se présente pour quelque chose d'assez souple. On n'a pas la possibilité d'imaginer ça. Il y a déjà un CAPES monovalent pour le Corse. Il y a déjà des systèmes qui sont plus ou moins élastiques. Donc nous, on pense que c'est possible. Alors peut-être qu'on rêve, mais bon, en tout cas, on pense que c'est possible. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Au niveau des parents d'élèves, nous, on plaide vraiment pour la construction, l'invention de nouveaux rapports au savoir, en prenant en compte les savoirs ici du pays, les savoirs populaires, on pourrait dire, les savoirs issus de la culture kanak, et puis se rendre compte que quand parfois les enseignants disent moi je m'enrichis au contact des élèves, mais c'est pas une vue de l'esprit, ça. Effectivement, tout à l'heure les exemples qui ont été donnés, moi quand des fois j'arrive pas à formater mon téléphone, je le donne aux élèves et ils le font. Donc oui, les élèves sont capables de nous apprendre des choses. Mais monsieur, c'est simple, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Simplement construire de nouveaux rapports dans la classe, construire de nouveaux rapports dans les établissements, construire de nouveaux rapports entre nous, des nouveaux rapports humains et effectivement des nouveaux rapports au savoir également. Bon, c'est un vaste chantier, on n'a pas les solutions, mais en tout cas, c'est en cheminant qu'on va y arriver. Voilà, merci. Je sais pas, c'est à toi. Merci beaucoup Jean-France. Jessica, peut-être vous voudriez vous donner un éclairage à travers votre expérience de psychologue clinicienne et également votre travail de doctorante. Je vais essayer, oui. Bonjour à tous, donc je me présente. Kaba Khalicha Jessica, je suis psychologue clinicienne. Donc avant de commencer, je tenais à remercier Monsieur Bévon et Monsieur Wadrawan pour l'invitation. Donc par rapport à mon intervention, je me suis beaucoup basée sur ce qui s'est dit hier lors des différentes interventions, et j'essaierai d'apporter avec ma petite expérience clinique et avec humilité certaines pistes de réflexion. Donc pour introduire le sujet, je me suis inspirée de l'article de Françoise Actuel, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation, sur lequel je suis tombée par hasard, mais que je trouvais du coup très intéressant, parce qu'elle avait une approche clinique du savoir, qui faisait écho donc à tout ce qui a pu être abordé hier. Elle mettait en évidence donc l'ambivalence qui se cache derrière le terme du savoir. Le savoir, donc, il peut être à la fois protecteur, mais il peut aussi être angoissant. Je cite, « Le savoir protège. Pour Freud, la pulsion épistémophilique part d'une interrogation sur les origines qui vise essentiellement à se prémunir contre l'abandon.
tandis que pour Bion, l'appareil de pensée, à l'origine de l'apprentissage, se développe avant tout pour contenir la violence des émotions et des sensations. Moi, je mettrais plus l'accent donc sur ce qui va suivre, sur ce côté angoissant du savoir. Je cite, « L'expérience de l'apprentissage peut se révéler frustrante, provoquant refus et blocage. » Boimard, en 92, montre que le travail d'apprentissage peut remettre douloureusement en question le savoir antérieur jusqu'à rendre l'apprentissage impossible, quand ce savoir antérieur est constitutif d'une identité extrêmement fragile et que le savoir à appréhender, trop éloigné de ce que l'on est, menace la personnalité entière. Donc, ce dernier paragraphe, il englobe un petit peu ce qui s'est dit hier. Je pense notamment au projet Accent, avec les micro-agressions. Je pense aussi à l'identité kanak, au métissage, au patrimoine, à l'héritage, où du coup, le savoir est vécu comme une violence. Donc, comment accéder à ce savoir lorsqu'on est tiraillé au sein d'un groupe, au sein d'une collectivité, au sein d'une culture, au sein d'un pays? Il y a donc un souhait d'émancipation, mais qui est accompagné d'un sentiment de culpabilité. On s'interdit d'accéder au savoir, et donc à l'autre, et donc faire du lien à l'autre, en craignant de renier ses origines et de remettre en question la parole des anciens. On est dans une sorte de conflit de loyauté entre l'appartenance culturelle et notre idéal pour coller à la société moderne. Il va falloir penser, PEN, et penser, PAN, la question du trauma collectif, qui, je pense, a déjà été abordée par des collègues psychologues aussi. Sans être, du coup, dans la redite, donc comment construire de nouveaux rapports au savoir, de nouvelles choses, donc se reconstruire, si l'on n'a pas dépassé un traumatisme qui est celui de la colonisation. Et comme dans tout trauma, il faut passer par une période de dévoilement, d'élaboration, de conscientisation pour pouvoir se reconstruire psychiquement. Et qui dit dévoilement dit des biens dévoilés, des faits historiques dévoilés, une vérité historique dévoilée. Et du coup, je pense notamment à l'exemple d'hier donné par M. Lagarde sur le bas-relief. Donc, est-ce une bonne chose de cacher des biens, de cacher des faits historiques? On pourrait penser que ça ne fait conquister le conflit, et donc de rester dans un déni, un refoulement du traumatisme qui bloque du coup l'élaboration, l'évolution et la reconstruction. Un autre auteur, donc Mosconi en 96, montre que le savoir, il peut être considéré comme un objet transitionnel, pour reprendre les termes de Winnicott. Objet transitionnel dans le sens où c'est un objet qui va recevoir les fantasmes et les projections d'un individu. L'exemple le plus connu d'objet transitionnel, c'est le doudou pour l'enfant. Donc il va subir les projections, les fantasmes de l'enfant. Il peut se sentir mauvais, il peut être sale, il peut être démembré. L'enfant, il reste attaché parce que c'est un objet auquel il tient et qui sert de lien entre le soi et l'extérieur. Le savoir sert de lien entre le soi et l'extérieur, tout comme dans la culture kanak, l'igname est un objet transitionnel, car il sert de lien entre le soi et l'extérieur. La coutume, elle peut aussi être pensée comme un espace transitionnel, où le lien va se créer, où certaines choses vont être discutées, élaborées. Donc du coup, j'en profite pour rebondir sur le fait qu'il y a des néo-besoins dans le domaine de la psychologie, et que donc il y a une métapsychologie de la culture kanak à créer. Dans ma pratique de clinicienne et mon appartenance culturelle, je suis un petit peu obligée de jongler entre les connaissances acquises lors de mon cursus et la dimension culturelle. Et donc, cette métapsychologie, dans l'idéal, elle pourrait se baser sur la psychologie occidentale qui a déjà fait ses preuves. Hier, on disait qu'on mettait l'accent sur les particularités au lieu d'une mise en commun. Là, la création d'une métapsychologie partirait justement d'une mise en commun avec les théories déjà existantes, tout en intégrant les particularités locales, les spécificités culturelles dont on ne peut pas faire l'impasse de toute façon. Il s'agit de pistes, mais je tiens également à rappeler qu'il y a un savoir culturel traditionnel qui existe et qui est là, et qui rejoint en quelque sorte les théories psychologiques, mais exprimées autrement. Et donc à nous de faire des liens, de nous approprier ces connaissances et de les ramener à la culture.
un exemple qui parle peut-être pas, mais la triangulation oedipienne, par exemple, de Freud, où on a l'enfant, le père et la mère. Cette triangulation, elle existe dans la culture kanak. On a l'enfant, mais à la place de la mère va s'ajouter les sœurs maternelles, et à la place du père va s'ajouter également l'oncle utérin. Dans des situations, par exemple, de défaillance éducative qui peuvent entraîner un décrochage scolaire, ou dans des situations d'adoption coutumière, où par exemple le père est absent, est indisponible ou inconnu, il faut pouvoir se baser sur ces faits de la culture et faire appel par exemple à l'oncle utérin, qui pourra lui agir comme représentation paternelle et donc représentant de l'autorité, et qui va du coup offrir un cadre à l'enfant. Donc il y a des outils à créer, à adapter selon les problématiques, les cultures, quel que soit le domaine. Il y a des liens à faire, il y a des points à faire, mais pour créer de nouveaux rapports au savoir, il faut traiter avant tout le problème et désenquister ce qui a pris racine et qui fait trouble pour pouvoir se reconstruire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, je pense qu'on a déjà matière à un débat qui va être riche. Je vous propose... Pardon. Oui, merci. Donc, je suis Weyamaki de la tribu de Gosana. Excusez-moi si je suis ici pour prendre la parole. Je n'étais pas préparé pour m'exprimer ici. Normalement, c'est mon grand frère qui doit être là. Donc, on m'a pris comme ça au dépourvu, mais je tiens quand même à remercier Eddie. Eddie, il m'a téléphoné déjà il y a un peu de temps. Donc, je le remercie parce que c'est important aussi d'avoir aussi l'occasion de nous exprimer. Donc, moi, j'étais dans l'école populaire kanak de Gosana en tant que parent d'élèves et en tant qu'animateur. Je suis d'abord parent d'élèves, ensuite animateur à l'époque. Donc, j'ai rien préparé, mais je vais essayer de faire un petit historique. D'abord, remercier cet endroit-là parce que on est amené maintenant à parler de comment dire, de l'enseignement, mais il faut savoir que l'école populaire kanak, ça a été une revendication politique. Et je tiens ici à rendre hommage à tous ceux qui sont sacrifiés pour permettre que cette parole de l'école populaire kanak soit véhiculée. Donc, au niveau de l'école populaire kanak de Gosana, c'est l'école populaire kanak qui a existé depuis 84 jusqu'en 2000. Ouais, c'est presque 16 ans. Donc, je dis ça parce que c'est important. On parlait tout à l'heure des langues vernaculaires. Donc, on entendait les bilans que les langues vernaculaires ont été admises dans l'enseignement traditionnel il y a quelques années. Et aujourd'hui, je prends la parole au niveau de l'enceinte de l'université. Il faut savoir aussi qu'il y a eu cette université en Nouvelle-Calédonie parce que les écoles populaires de Gosana ont introduit l'embryon universitaire à Gosana en 1985, alors qu'il n'y avait pas d'université ici en Nouvelle-Calédonie. Il a fallu, maintenant on parle des 30 ans de cette université, alors que les écoles populaires kanak ont créé cet embryon universitaire, où on avait des relations avec des pays du Pacifique, on parlait de l'environnement du Pacifique. Donc je donne ça parce que ce sont des références qu'il faut tenir compte. Et des changements, moi je disais tout à l'heure que je suis un peu mal à l'aise parce que quand on entend les propos, bien ce qu'on a entendu depuis hier, on parle de multiculturalité, pluriculturalité. Moi je suis mal à l'aise parce que on précipite les choses ces dernières années, alors que le peuple kanak est là. Ça fait 165 ans qu'on est là. Moi, je pense qu'on dirait qu'on refait une nouvelle colonisation au peuple kanak. On essaie d'amplifier tout ce système d'éducation sur le peuple kanak et on constate ce qui se passe maintenant dans le pays. Donc, pour permettre à faire évoluer les mentalités, à tenir compte de l'enfant kanak, il faut essayer d'être à l'écoute
aussi de cet environnement et de ce peuple kanak. Donc voilà, j'ai rien préparé de plus parce qu'on m'a pris comme ça. Mais merci quand même de me donner la parole. Moi, j'ai 4 enfants. Hein? Ils ont vécu dans l'école populaire kanak. Voilà, c'est pour dire. Et les institutions, même les institutions provinciales, communales, voilà, ont fermé, ont bouclé les choses. Donc, voilà, on fait des choses pour faire avancer le pays, mais quand il n'y a pas de moyens, il faut donner les moyens pour que l'enfant s'exprime aussi. Donc, pardon si je ne m'exprime pas bien, mais je remercie encore l'université de me permettre de dire cette parole. Oleti. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole dans la salle? On va, de toute façon, maintenant, la parole est libre. Je pense que chacun est en mesure de réagir aussi bien au niveau de la table ronde que parmi le public qui assiste à cette table ronde. Donc, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Ce que je vous propose, alors, il y a des choses que j'ai notées déjà personnellement, sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne, des éléments concrets, en quelque sorte. On a parlé de nouveaux rapports au savoir, bien sûr, mais manifestement, un des éléments qui apparaissent, c'est à la fois une calédonisation des rapports au savoir, une décolonisation du rapport au savoir, c'est ce qui ressort de au moins 3 des interventions qu'on a eues, et également des éléments extrêmement concrets, c'est-à-dire que si il est question en particulier de donner une place majeure à l'enseignement des langues kanak, ça veut dire aussi que ces langues kanak, elles doivent être utilisées pour l'enseignement d'autres disciplines, c'est ce qui a été dit aussi tout à l'heure, et ça pose l'enjeu de la formation des maîtres à très court terme. Puisque si le CAPES doit être mis en place à partir de l'année prochaine, il faut que l'ESP soit en mesure d'accueillir ces nouvelles formations à travers un MEF. Ça veut dire aussi concrètement qu'il va falloir que les formations à l'université se mettent au diapason, parce qu'on ne va pas former des profs d'anglais, de maths, etc., sans en même temps qu'ils aient une formation qui soit légitime au niveau des langues kanak. Un autre élément important, c'était la représentation des 8 R. Et là encore, je comprends la question de la volonté politique, mais il y a un autre aspect, à mon sens, qu'il va falloir prendre en considération. C'est la demande sociale, parce qu'il faut aussi qu'il y ait la demande sociale qui corresponde à la formation, et 2, qu'on puisse avoir le nombre de maîtres correspondants, parce que si on veut que ces langues puissent être effectivement enseignées dans les différentes strates de l'école, que ce soit au collège, à la maternelle, au lycée, il faut avoir un nombre conséquent de maîtres qui soient correctement formés. Donc là, je pense qu'on a déjà énormément de chantiers sur lesquels on doit débattre ici. Je vais faire 3 remarques rapides, du coup, par rapport à ce que notre collègue vient de dire. Alors, premièrement, y a-t-il ou pas calédonisation des savoirs? En tout cas, je ne suis pas naturellement au niveau de l'université, c'est-à-dire de la construction des savoirs, mais plutôt des savoirs didactisés tels qu'ils sont transposés dans les programmes des écoles, collèges et lycées. La réponse est oui. Et depuis 2000, s'agissant le premier degré, puisque je rappelle que depuis 2000, dans le transfert de compétences, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec une subdélégation aux provinces, qui a la compétence complète des programmes du premier degré, qu'ils soient privés ou publics, et les programmes du premier degré définis par le gouvernement sont tels qu'ils s'appliquent aux privés sous contrat avec le gouvernement. Bon, que ce soit au sein de l'ASE, de la FELP ou de la DEC. S'agissant du second degré, les programmes restent des programmes d'État, puisqu'il y a la certification incarnée par le brevet et par le bac, qui codifie en quelque sorte le contenu de programme. Sauf que il y a, selon les disciplines, soit une adaptation des programmes, soit une contextualisation des programmes. Alors, je vais vous prendre 2 exemples. Contextualisation des programmes en sciences de la vie de la Terre. Ça serait complètement absurde, quand on connaît le programme de SVT, notamment au collège, de ne pas prendre appui sur la Nouvelle-Calédonie. S'il y a bien un territoire de biodiversité, s'il y a bien le nickel, etc., sur les minéraux classe de 4e, je veux dire, c'est pas chez moi dans le Nord, il y a du charbon dans le Nord, on ne l'exploite plus, mais bon, il y en avait. Voilà, c'est une évidence, la contextualisation s'impose. En SVT, en histoire-géographie, en histoire de l'art,
les arts plastiques d'une manière globale, les langues kanak évidemment. Donc on a bien là une contextualisation. Après, il y a des éléments d'adaptation. Je vais vous prendre un exemple. Les jeunes gens, hier après-midi, en première, passaient le bac français, enfin ce qu'on appelle l'épreuve anticipée. Bon, bien, et ils vont passer l'épreuve orale dans 10 jours. Dans les éléments de contenu des œuvres, il n'y a pas simplement que les œuvres nationales. Il y a un certain nombre d'auteurs à la fois calédoniens et océaniens qui font partie du registre. Bon, donc la calédonisation des savoirs, moi j'estime qu'elle est enclenchée. On peut sans doute aller plus loin, hein, mais on ne peut pas ne pas reconnaître le chemin qui a été accompli. Et comme je vous le disais, l'année prochaine, on va entreprendre la réforme du lycée. Quand bien même ce soit une décision d'État s'agissant du bac, nous allons devoir faire passer au Congrès soit la contextualisation, soit l'adaptation selon les disciplines des contenus de seconde, première et terminale. Première remarque. Deuxième remarque, ce que vous dites, cher ami, sur la formation des maîtres, et on voit bien ce qu'il y a derrière à travers le CAPES. Je veux insister parce que Jean-Franc évoquait effectivement le CAPES comme il peut y avoir un CAPES monovalent. Attendez, mes amis, allez, on va se poser un petit peu. On va se poser pour mesurer ce qu'on est en train de faire. Alors qu'il y ait un prochain numéro d'un CAPES monovalent, sans doute. Mais d'abord, il faut mesurer ce qui est décidé. Et mesurer ce qui est décidé, ça veut dire qu'en l'état d'aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique d'aller tirer, je dis bien tirer. Tout à l'heure, on a évoqué le DU, LCOA. Là, la question n'est pas celle-là, mes amis. Qu'est-ce qu'on a comme licence en langue kanak? Qu'est-ce qu'on a comme Master 1 en langue kanak? Ben, je suis désolé, mais on ne va pas avoir un CAPES au rabais parce qu'on est en Nouvelle-Calédonie, hein. C'est un diplôme d'État. Bon, c'est même un concours. Donc ça veut dire qu'il faut tirer, là. Donc ça veut dire que, du coup, le fait de créer un CAPES, c'est une reconnaissance des langues, puisqu'on les érige, Jean-Franc, comme langue d'enseignement. Et j'insiste là-dessus. Mais en même temps, ça suppose que les personnes qui les dispensent ont un niveau de certification, je veux dire, équivalent à n'importe quelle discipline. Bon. En même temps, ce qui est moi je trouve ça très, je vous assure, je trouve ça très intéressant d'avoir fait ça. C'est-à-dire que ça va tirer l'université, ça va devoir tirer finalement le vice-rectorat, les uns sur la formation initiale, les autres sur la formation continue, pour essayer d'élever le niveau de compétence. Alors bien sûr, Jean-François, je suis d'accord, lorsque le premier CAPES sortira en 2020, je ne sais pas à combien il y aura de viviers en plus, c'est nous qui déciderons du nombre de postes qu'on créera. C'est mis dans l'arrêté. Bon, alors il y aura peut-être 2 postes, 3 postes, on verra selon le besoin, les pertinences et les usages, mais ce qui est important de montrer, c'est en quoi le CAPES génère mouvement. C'est-à-dire qu'il va réinterroger la formation initiale. Il va réinterroger la formation continue. Alors évidemment, tout ne sera pas parfait en 2020, lors de la première cohorte, lors du premier concours, les épreuves écrites au mois de février, les épreuves orales au mois d'avril. Je dis ça pour ceux qui sont intéressés. Bon, mais c'est le mouvement qui va générer, parce que en créant un mouvement de la sorte, ça va entraîner, je répète, à la fois une réflexion sur les contenus de la formation initiale qui vont relever de la décision de la Nouvelle-Calédonie. Mesurez ce qu'on est en train de faire, mes amis. Hein, c'est pas le ministre va valider ce qui va être fait ici. J'insiste. Hein. Bon, et pareil pour ce qui est de la formation continue, puisqu'il faudra au fur et à mesure renouveler, accompagner les maîtres, etc. Bon. Troisième remarque qu'il y a. Donc moi, je ne prendrai pas parti sur ce qu'a dit Jean-François, sur lequel je l'entends, mais je ne m'autorise pas à prendre parti sur est-ce qu'il faut plus que les 4. Là, c'est un champ de compétences sur lequel je ne peux pas me prononcer. Je note simplement. Mais Jean-François, vous savez aussi bien que moi que s'agissant des 4 langues inscrites dans les accords de Nouméa, donc effectivement, c'est collège-lycée. Mais vous savez bien que dans les écoles et les collèges, qu'il s'agisse, principalement d'ailleurs en province nord, on a un certain nombre d'établissements qui ne font autre chose que les 4 langues. Vous allez à Yengen, vous allez à Poya, je prends 2 exemples parmi d'autres, hein, où c'est en dehors de ces 4 langues. Donc, on a essayé d'assurer une continuité. Là où je partage votre point de vue, là aussi, parce qu'il faut avoir une ambition d'une langue d'enseignement, il faut avoir une cohérence de parcours de formation de l'école au collège et au lycée.
Cette cohérence de parcours, moi j'estime que nous ne l'avons pas assez. Et il faut profiter, si je puis dire, de la dynamique enclenchée pour avoir cette mise en cohérence, je crois, en tout cas. Attends, excuse-moi. Je veux ajouter un point. Sur les langues d'enseignement, y compris sur d'autres territoires que les 4 qui sont mis dans les accords, moi je participe de l'idée que, comme pour l'anglais, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des classes bilingues. Enfin, pour moi, ce n'est pas un souci. Hein. Non, mais je le dis très simplement. Il n'y a pas d'objection institutionnelle à ce qu'il y ait des sections bilingues dans le premier degré qui soient prolongées par des sections bilingues collège. Bon, enfin, il n'y a rien ne l'empêche. Je répète, les langues kanaks sont érigées comme des langues d'enseignement. C'est dans les accords de Nouméa. Le projet éducatif fait en sorte de créer cette concrétisation, en quelque sorte, d'une décision politique. Alors après, Jean-Franc, bien sûr, il y a de l'aspect volontaire, il y a de l'aspect décisionnaire, mais vous savez que là-dessus, je pense qu'on peut en avoir de la volonté. Et on peut même la partager. Absolument. Jean-Franc, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais intervenir sur cette question d'accompagnement de la demande sociale. Je ne sais plus trop qui c'est. C'était vous qui aviez évoqué ça. Effectivement, c'est important. Parce qu'en fait, c'est compliqué, cette histoire de langue kanak. Quand on débat ici à l'université, ça a l'air d'être très simple. Mais en fait, concrètement, quand on est sur le terrain et qu'on demande aux parents, est-ce que vous voulez que votre enfant suive une langue kanak, par exemple, en CP ou en CE1, CE2 ? Eh bien, on se rend compte qu'il y en a très peu. Moi, j'ai d'abord, quand je suis arrivé en Calédonie, j'étais d'abord à UVA. À UVA, c'était quand même très homogène et il n'y avait pas de problème. Les langues kanak se sont faites d'elles-mêmes. Il n'y avait pas de souci. Quand je suis arrivé ensuite à Wailou, je me souviens d'une réunion à la mairie où pas mal de parents d'élèves disaient moi, je suis content que mon enfant n'apprenne pas de langue kanak et je suis content que mon enfant parle le français à la maison. Et on a entendu ça moi, j'ai entendu ça pendant très longtemps. Donc on rame à contre-courant, nous, quand on arrive dans les établissements et qu'on dit mais ce serait bien quand même que votre enfant il prenne une langue kanak. On rame à contre-courant. C'est-à-dire qu'il faut accompagner, il faut réexpliquer aux gens l'importance de la culture, l'importance des langues kanak. C'est ça qui est fou. Il faut le réexpliquer. Là, par exemple, je donnais l'exemple de notre garçon qui est au collège de Boulari. Là, il va rentrer donc en 5e l'année prochaine. On a eu une fiche de vœux où il fallait choisir entre le japonais, l'espagnol et le djéou. Et donc, nous, on a coché djéou, même si, il serait plutôt du côté du paichi, mais bon, il n'y a pas le paichi qui est proposé. Donc, on a mis djéou. Et puis, je lui demandais, mais dans ta classe, tu sais un petit peu, les autres, tes camarades, là, qu'est-ce qu'ils ont coché comme langue vivante 2 pour l'année prochaine? Et il me dit, mais non, mais il y en a beaucoup qui ont coché espagnol. Donc, vous voyez, il y a cette pression quand même, cette pression de l'institution, cette pression, parce qu'effectivement, on côtoie les profs d'espagnol, il y a les profs principaux aussi qui disent l'espagnol c'est plus facile, c'est proche du français, etc. Donc moi ce que je regrette, et là je le dis, le vice-recteur est là, je regrette que ces questions dans les établissements ne soient pas accompagnées d'une réunion quand même des parents d'élèves à un moment pour dire voilà, votre enfant va quitter la classe de 5e, la classe de 6e, il va passer en 5e, il va falloir qu'il choisisse une seconde langue vivante qui est un regroupement des parents de 6e pour leur dire c'est important, rassurer les parents d'élèves en disant qu'en choisissant le djéou ou le paichi ou le nengone ou le hainjie, vous n'allez pas dans l'inconnu, vous ne faites pas un saut dans le vide sans parachute. Il y a des enseignants formés, il y a des gens à l'université qui les accompagnent, il y a des livrets d'accompagnement, ça va jusqu'au bac, ça continue ensuite à l'université, ça continue et puis il y a un CAPES, etc. Voilà, qu'on rassure les parents, parce que les parents sont stressés avec ces histoires de langue et souvent ils hésitent à choisir les langues kanak. Voilà ce que je voulais dire pour l'accompagnement social. Merci Jean-François.
Du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez combien il y a d'enseignants qui enseignent les langues kanak? 98. Sur combien de profs? Alors, 80, dans le second degré, je me limite au second degré, privé, public, donc 98 en langue kanak qu'il faut rapporter à 1900. Alors 98, je vais vous donner des éléments comparatifs, parce que je vois l'implicite de votre question. Il y a 18 profs de philo, il y a 96 profs d'espagnol. Vous voyez? Point de comparaison? Oui, je vois. Est-ce que il y a une majorité d'enseignants dans le second degré? Est-ce qu'il y a une majorité d'enseignants qui viennent de France ou c'est une majorité qui sont formés en Calédonie? Là, ce que j'évoque, en fait, c'est les 98 collègues qui sont répertoriés comme enseignant les langues kanak et ou les éléments fondamentaux et ou les éléments fondamentaux et les langues kanak. Bon, maintenant, il y en a un peu plus en fait que les 98. Et c'est justement l'enquête que nous sommes en train de lancer là par rapport aux annonces qui vont être faites sur le CAPES. Je prenais l'exemple tout à l'heure du collègue du lycée de Lifou, lycée public, qui est prof de maths et qui en même temps connaît sa langue, évidemment sa langue maternelle et qui serait tout à fait disposé à être habilité, etc. Or, pour ces collègues donc, qui sont d'origine kanak et qui ont en tout cas une des 4 langues kanak comme quasiment langue maternelle, en tout cas qui sont des locuteurs natifs, en plus des 98, donc on en a à peu près 37 qui sont dans ce profil-là, qui sont déjà certifiés ou agrégés et qui en plus maîtrisent, en tout cas sont locuteurs natifs d'une langue. Donc le cursus de formation ou d'habilitation ne serait pas tout à fait le même, naturellement, que les 98. Donc voilà à peu près la ressource humaine sur laquelle on doit s'appuyer. Mais moi j'estime que cette ressource humaine, elle est juste suffisante. On a fait naturellement des projections. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'en 2020, on va avoir bouclé les éléments fondamentaux de la culture. Hein. Vous savez, même si c'est... Jean-Franc me fait le reproche, il me dit, oui, mais 0h50 d'éléments fondamentaux, c'est pas assez. Attendez. Ça fait 1h15 que je multiplie par le nombre de divisions, c'est-à-dire 500. Donc j'ai besoin de financer 500 heures. Ça, c'est le gestionnaire qui parle. Hein. 500 heures, vous divisez par 18, vous regardez le nombre de profs équivalents temps plein qu'il y a derrière. C'est pareil pour les langues. Il a raison, quand il dit qu'il faut mettre les LV2, les LV2 sont en 5e maintenant, ils sont plus en 4e. Donc ça veut dire, LV2, c'est 2h30, 2 heures, jusqu'en 3e, et pareil, seconde, première, terminale. Bon, c'est un coût, c'est un volume. Donc moi j'estime qu'en l'état d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai fait état des 37, là, parce que les 98 actuels, la montée pédagogique, puisqu'on installe les éléments fondamentaux, on densifie la présence des LV2, voire les LV3 s'agissant des lycées, ça veut dire qu'il y a un capital ressources qui est tout juste suffisant. C'est pour ça qu'on va chercher dans cette enquête des collègues qui sont natifs, si je puis dire, en tout cas locuteurs natifs d'une des 4 langues kanak, mais qui sont déjà en même temps certifiés, on en aura besoin. Notre projection est telle qu'à l'aune de la rentrée 2021-2022, il nous faudrait entre 130 et 140 enseignants habilités de la 6e à la terminale, simplement parce que il y a la montée pédagogique, puis il y a eu le choix politique d'installer les LCK dans le paysage du système calédonien. Et encore, quand je dis ça, je suis parti d'une hypothèse que le nombre d'élèves LV2 et le nombre d'élèves LV3 étaient à peu près stables. Or, s'il y a une promotion positive, il n'y a pas de raison que ça n'augmente pas. Hein. Alors, je me permets de rebondir là-dessus, parce que du coup, c'est l'universitaire qui prend le relais. Normal, et ça revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une montée en compétences à aller chercher, puisque ça veut dire qu'on a quelque part ici des auxiliaires dont on a besoin, qui ont déjà une formation disciplinaire, et donc à CAPES, à GREC, etc., dans une discipline, mais il va falloir leur donner à côté la formation didactique pour la langue. Parce que c'est ce que vous disiez vous-même tout à l'heure, le locuteur natif, ça suffit pas nécessairement à l'enseignement des disciplines. Donc il y a un vrai enjeu aussi pour l'université ici, parce que l'université, inévitablement, va être sollicitée. Première chose... ce que dit le collègue est très important, parce que y a déjà un DU ici sur les langues et cultures océaniennes. Là,
sous l'influence du mouvement que génère le CAPES, on a à se poser la question de la montée en compétences, donc de celles et ceux qui vont cheminer licence Master 1. Là, je suis strictement, si je puis dire, sur le cursus formation initiale, on va dire, un peu traditionnel, quelle que soit la discipline. Bon. Et après, je répète, nous aurons besoin d'aller chercher des collègues qui sont déjà certifiés ou agrégés et pour lesquels il faut une habilitation. Donc, on a un cursus d'habilitation à construire pour celles et ceux qui sont déjà certifiés, pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure, un locuteur natif, c'est pas forcément un enseignant de Djéou ou Nengone. Donc, et sachant qu'ils sont bivalents. Donc on a, à mon sens, sur l'expérience acquise des collègues qui sont dans le DU LCOA, que je salue au demeurant, on a sans doute à réfléchir à réactualiser la maquette de formation, au moins en visant 2 publics, si ce n'est 3, mais en tout cas au moins 2. Celles et ceux qui, en ce moment, ont besoin de monter en certification et en diplôme universitaire, donc licence Master 1, et puis celles et ceux qui ont déjà une certification, mais pour lequel il y a une habilitation à avoir. Et puis j'ajoute, et ça c'est ma 3e remarque, enfin on en discutera, parce que ça fait partie des points que je vais voir avec le président là prochainement, et Yannick, c'est que quand bien même vous ayez des collègues que vous avez fait monter, mes amis, en Master 1, il faut aussi une séquence de préparation au CAPES. Vous avez bien dans vos girons, si je puis dire. Ça, c'est le boulot de l'ESPE. Donc, ça veut dire qu'on a un cursus de montée en compétences licence Master 1. On a un cursus de celles et ceux qu'il faut habiliter, d'une part. Et puis, 3, on a un cursus de celles et ceux qui ont déjà le Master 1. Et puis, on leur dit, bah voilà, dans un an, vous préparez le CAPES, donc on va vous aider à préparer le CAPES. C'est ça. Et c'est pas mal, hein, je trouve ça intéressant, moi, comme mouvement. Ouais. Et alors, je vois un deuxième élément qui m'intéresse particulièrement. Là, c'est le bretonnant qui cause. C'est que les CAPES bivalents qu'on a en métropole sont des CAPES qui avaient été initialement conçus dans la perspective du mouvement national. À savoir que quelqu'un qui était à la fois certifié en anglais, en breton ou en catalan et en maths, etc., pouvait être nommé ailleurs que dans le territoire de la langue qu'il était susceptible d'enseigner. Et donc, l'objectif était qu'il soit capable d'enseigner une autre discipline dans la mesure où il était extraterritorialisé. Bien, là, on n'est pas du tout dans la même philosophie. On a une philosophie, et là, autant j'avais quelques réserves sur l'histoire du CAPES bivalent dans la perspective qui est celle de la métropole, parce que là, je voyais pas très bien comment ça pouvait s'inscrire ici. Autant, si on est dans une philosophie de former des enseignants de maths, d'anglais, de philo, ce que vous voulez, dans les langues kanak, pour que l'enseignement il se fasse aussi en kanak, on est dans autre chose. Il ne s'agit pas de les extraterritorialiser. On est bien dans les réappropriations. Là. Charmy, je confirme. Voilà. Je confirme le choix qui est derrière. Vous le verrez dans l'arrêté. Qui sera publié le 6 décembre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, demandes de prise de parole ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Hein, je m'aligne à ce que vous dites par rapport à la formation des hommes dans l'appropriation des savoirs culturels kanak. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'il y a aussi une réflexion en amont aussi sur le mode ambulatoire des connaissances kanak et aussi l'espace et le temps? Parce que ça tient beaucoup. Ce sont des codes aussi à tenir en compte pour un meilleur transfert de l'identité kanak à ceux qui apprennent. Donc je pense qu'il y a aussi une matière à réflexion sur le mode ambulatoire des savoirs kanak, mais en même temps l'espace où on explore les expériences du réel par rapport à l'identité kanak. Est-ce que c'est permis à l'école ? Est-ce qu'il faut rester... Voilà, ce sont des pistes de réflexion auxquelles il faut aussi réfléchir. C'est pas seulement l'identité kanak en tant que contenu des savoirs, mais encore faut-il l'explorer en tenant compte de la manière de transférer le savoir dans la culture kanak. Voilà. Merci. Je le dis franchement avec humilité, je suis pas compétent, je vais simplement, sans doute de manière, comment dirais-je, simpliste,
évoquer le guide qui a été élaboré, je le dis, répète, il y a un certain nombre de collègues qui sont dans cette salle qui en contribuent, le guide qui est attribué pour tous les collèges et lycées sur les éléments fondamentaux de la culture kanak. Alors évidemment, ces éléments fondamentaux ont été vus avec certains d'entre vous d'ailleurs, mais vous avez parfaitement raison, il y a l'un des chapitres concernant ce guide qui fait écho à cette problématique que vous posez de la transmission. Et qui est, alors je le dis avec grand respect, qui est sans doute aussi un élément de l'identité de la culture kanak. Mais je le dis là avec vraiment humilité, parce que je ne suis pas assez compétent pour me prononcer, je ne fais que répéter finalement ce sur quoi celles et ceux qui ont conçu ce livret ont aussi réfléchi. Non, pardon. Moi, je vais donner juste l'expérience. Je disais tout à l'heure que le PK de Gosselin a duré jusqu'en 2000. Et dans cet enseignement que nous avons essayé de partager avec nos enfants, l'expérience, depuis ces années 84 jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucun suivi, par exemple au niveau des psychologues, tout ça, par rapport à cette période qu'on a vécue. Et on n'a jamais eu un jeune aussi qui s'est suicidé. Donc je donne cette expérience-là parce que même si on n'a pas l'expérience des formations comme ça a été évoqué tout à l'heure, mais il faut aussi tenir compte des valeurs qu'on essaie de partager dans l'environnement où on est. Merci. Par rapport à ce que vous posez comme question, moi je partirai de la formation des enseignants. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire évoluer cette formation-là. Je vais prendre juste un exemple. Par exemple, un professeur ici, c'est pour ça qu'il faut des formations, même ici, auprès du corps enseignant. Un professeur qui enseignerait la philosophie doit être capable à la fois d'expliquer, par exemple, ne serait-ce que la durée et le temps que voit Bergson, et en même temps expliquer cette notion dans les cultures océaniennes, puisque vous parlez du temps. Et il y a d'autres éléments. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que l'enseignant est formé à la fois dans les grandes connaissances universelles que nous partageons tous, mais en même temps, il arrive à contextualiser par rapport à des éléments spécifiques qui touchent ces élèves qui sont en face de lui. Et du coup, il peut établir des formes d'interaction intéressantes et qui puissent à un moment donné aider et en même temps développer des capacités chez les élèves. Et lui-même, alors le sait très bien, les recherches ont démontré que lui-même, il est formé par justement ce côté implicite qui jaillit, mais que l'élève peut soulever. Moi, je pense que par rapport à cette formation, il faut aussi donner cette formation auprès du corps enseignant, de sorte que le corps enseignant ne soit pas étranger par rapport au monde vécu par l'enfant et que cet étrange perdure dans la société. Merci. Je vous propose, sauf s'il y a une demande de prise de parole, non. Donc, une demande de prise de parole, oui, allez-y. Je reviens sur ce que Jean-François avait dit tout à l'heure. C'est vrai que dans les tribus, il y a des parents qui n'osent pas laisser leurs enfants apprendre la langue ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est vrai. Et là d'où je viens, de Fogaouvert, eh bien, les enfants, même petits comme ça, là, ils parlent français. On dirait qu'il n'y a plus de petits enfants qui parlent la langue. Donc c'est un problème. Alors comment on va résoudre ce problème? On va dire aussi les parents d'élèves, les parents à la maison. C'est vrai. D'accord. Seulement le français est trop fort. Ils ont appris beaucoup de choses à l'école, ils savent parler français, etc. Tandis que la langue, c'est un peu laissé de côté. Vous voyez? Donc qu'est-ce que l'école peut faire? Surtout dès les bas âges, même avant le maternelle jusqu'en primaire par exemple. Il n'y a pas moyen un suivi de chaque langue des aires, différentes aires. Qui donc ça développe la langue du pays, quoi, de la tribu.
c'est possible de développer ça avec même des maîtresses ou bien des enseignants, là, ils peuvent le faire. Mais il faut qu'il y ait une formation. S'ils peuvent poursuivre ça, parce que sinon, là, ils continuent à parler la langue, et puis, plus en français, mais plus le français, hein, et plus la langue. Hein. Voilà, monsieur Merci. Je vais juste peut-être apporter un élément de réponse. Je n'ai pas la prétention de détenir cette vérité, mais simplement vous dire que, s'agissant du premier degré, je répète, c'est une compétence du gouvernement qui élabore les programmes, avec une capacité pour les provinces, notamment province Nord et province des îles, de contextualiser à la province un certain nombre de choix. Bon. Deuxième remarque, il est vrai que dans les programmes qui sont en cours, alors même si il y a eu une réaction des enseignants la semaine dernière, je crois, hein, et que le débat n'est pas clos sur les programmes du premier degré, mais vous avez raison, dans la maquette qui a été présentée, qui reste encore en débat, il y a cette problématique-là, c'est-à-dire que les provinces Nord et provinces des îles ont la capacité, effectivement, de faire en sorte que la langue maternelle puisse être enseignée en maternelle et qu'il y ait une continuité au niveau de l'école élémentaire. Ça, c'est une décision des provinces. Ça fait partie de la subdélégation de compétences du fait des transferts qui ont été faits en 2000. Et c'est, à ma connaissance, parce que j'ai quand même vu, même si ce n'est pas mon champ de compétences, le premier degré public, mais j'ai quand même vu la maquette des programmes qui avaient été débattus et discutés, même si les choses ont changé étant donné le mouvement social qu'il y a eu la semaine dernière. Mais vous avez raison, c'est inscrit dans le sens que vous souhaitez. Mais charge ensuite, je répète, hein, charge ensuite aux provinces d'enclencher le processus, puisque je rappelle que les provinces dans le premier degré public sont les employeurs des enseignants. Dernière, je voulais revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, Madame Mondial, là. C'est par rapport à la psychologie occidentale. Il faudrait, ce que vous avez dit, hein, à peu près. Et peut-être, hein, parce que moi, quand je vois les résultats ici, chez nous, par exemple, les méthodes pédagogiques et psychologiques, etc., je prends la langue, la lecture, par exemple. Pendant des années, on a appris aux élèves la méthode pédagogique, globale. Méthode globale. Mais j'ai dit que cette méthode-là, elle n'a pas été tellement efficace pour les enfants d'ici. Parce que les enfants Kanaks et les Mélanésiens en particulier, et les Océaniens aussi, eux, ils apprennent avec les yeux, avec le corps, etc. C'est physique. Mais c'est ça qui manque. Parce que, alors, c'est quelle méthode là, globale, voilà. Ben, c'est plutôt intellectuel. Hein. Ça va pour ceux qui... Bon, et puis comme ça, pour des maîtres et maîtresses qui maîtrisent bien cette méthode-là, hein, il faut bien maîtriser. Sinon, nous, les Kanaks et les Océaniens surtout, on apprend des méthodes physiques. Voilà. Parce que je voulais dire, hein, par rapport à la psychologie, il faut bien connaître la psychologie d'ici aussi, de chez nous. Voilà, merci. Merci. Je crois qu'il faut qu'on a pris un petit peu de retard. Je vous propose de conclure. Je remercie tous les participants. Je crois qu'on a avancé sur pas mal de choses, y compris dans la connaissance mutuelle des dossiers. Merci à tous. Et je demande donc aux différents modérateurs de venir nous rejoindre pour qu'on fasse la conclusion générale. Merci.